Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 263 de Change ma vie, le deuil, deuxième partie. Donc pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver ma collaboratrice Béatrice Bognaud, qui fait donc partie de l'équipe des coachs Change ma vie et que je vous ai présenté en détail dans l'épisode précédent, le 262. Donc, dans cette série de 2 épisodes, nous évoquons avec vous le sujet du deuil, qui est un sujet sur lequel vous nous avez beaucoup demandé de consacrer un épisode. Et donc, c'est pas un épisode qu'on y consacre, c'est 2. Donc, bonjour Béatrice. Bonjour Clotilde, bonjour à tous et bonjour à toutes. L'épisode de cette semaine, comme je viens de l'indiquer, fait suite à l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on avait d'abord évoqué les émotions qu'on ressent en lien avec le deuil, avec l'expérience du deuil, et la façon dont on peut s'accompagner quand on ressent ces émotions, qui sont souvent effectivement très intenses. Donc on a parlé de l'accueil de ces émotions, mais on a aussi parlé de la façon dont on peut essayer de ne pas se juger pour ces émotions, ou de ne pas juger ces émotions, ce qui permet d'éviter de rajouter de la souffrance à la douleur d'origine. Et aujourd'hui, on va justement rester sur ce deuxième point en parlant d'une deuxième façon dont on a tendance, si on n'a pas d'outils, dont on a tendance à finalement accentuer la souffrance qu'on ressent dans une période de deuil, de surajouter à la douleur initiale de la souffrance. Donc cette autre manière d'ajouter de la souffrance à la douleur, c'est quand on est tenté de réécrire l'histoire. Donc ça, c'est toutes les fois où on se met en fait face à la douleur de la perte, la douleur du deuil. En fait, notre cerveau se met à dérouler des scénarios de « si seulement j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais voulu, il aurait suffi que, ça n'aurait pas dû se passer comme ça ne devrait pas se passer comme ça ». Et donc, en fait, ce sont toutes ces pensées de jugement de ce que soi-même on a fait ou pas fait, et donc en creux de ce qu'on aurait dû faire ou de ce qu'on aurait pu faire. On a aussi des pensées de jugement sur les autres, c'est-à-dire, par exemple, si c'est quelqu'un qui est mort d'une maladie, c'est qu'est-ce qu'on trouve que cette personne aurait dû faire en fait pour mieux s'occuper de sa santé, dépister une maladie plus tôt, etc., ne pas prendre de risques, etc. Donc tout, voilà, ou l'entourage, ce qu'ils auraient dû ou ce qu'ils auraient pu faire. Et on a aussi une forme de jugement ou d'accusation de la vie. Donc la vie, le destin, la façon dont la condition humaine se déroule, Dieu, l'univers, etc. Ce qui devrait pouvoir se passer ou ce qui ne devrait pas se passer. Voilà, on est face à la perte et au deuil. Et en fait, notre cerveau est mobilisé à essayer de se dire non mais en fait, d'essayer de changer le passé pour finalement changer le présent. Oui, et c'est ce que les chercheurs appellent avoir des pensées contrefactuelles. Et en réalité, ce sont tous les moments où, pour reprendre l'expression de Byron Katie, dont Clotilde nous a parlé dans l'épisode 66, tous les moments où on se dispute avec la réalité. Et ce que nous dit Byron Katie, justement, c'est que quand on se dispute avec la réalité, on perd, mais juste 100% du temps. Et bon, alors le titre de l'ouvrage de Byron Katie, c'est « Aimer ce qui est ». Donc, on ne va pas nécessairement vouloir ou pouvoir aller jusque-là, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais l'idée, c'est que lutter contre la réalité passée, que par définition, on ne peut pas changer, eh bien, c'est épuisant, c'est très douloureux, et surtout, c'est d'une certaine manière complètement inutile. Et c'est par exemple se dire qu'un enfant ne devrait pas partir avant ses parents. Et la réalité, c'est qu'il y a des enfants qui partent avant leurs parents. Ou c'est se dire, s'il n'y avait pas eu le confinement et si mon père avait pu faire son dépistage comme prévu, alors... Et la question, c'est alors quoi ? Parce que la réalité, c'est qu'il n'a pas fait son dépistage et qu'on n'a aucune idée de ce que ce dépistage aurait révélé ou n'aurait pas révélé s'il avait eu lieu. Ou ça peut être aussi de se dire, et si seulement on avait pu s'y préparer, et si on avait eu le temps de lui dire au revoir, quand, dans le cas d'un décès brutal, d'un accident ou d'un suicide, ou à l'inverse, et si seulement il n'avait pas souffert aussi longtemps, dans le cas d'une maladie qui entraîne un parcours de santé douloureux. Et la réalité, c'est que, en fait, quel que soit le scénario, il y a de la douleur. Dans un cas, c'est la douleur du choc et de la surprise, et dans l'autre cas, c'est la douleur de l'anticipation. Et ce que je trouve fascinant à noter en lien avec ces pensées contrefactuelles, c'est qu'en réalité, en faisant ça,
Notre cerveau cherche à nous protéger. Ce qu'il veut faire, c'est nous éviter de ressentir des émotions qu'il perçoit comme encore pires, encore plus douloureuses que celles qu'on ressent. Parce que, en fait, tant qu'il est occupé à scanner ces multiples scénarios alternatifs imaginaires, eh bien, en fait, il est distrait de la réalité. Et quand il nous propose, par exemple, des pensées qui créent pour nous une émotion de culpabilité, donc j'aurais pu, j'aurais dû, ou de colère, du type ça n'aurait pas dû se passer comme ça, en fait, d'une certaine manière, c'est moins pénible pour nous de ressentir ces émotions-là, de culpabilité et de colère, que de ressentir une émotion de complète impuissance. Et donc le problème avec ça, c'est qu'en réalité, passer du temps dans tous ces scénarios alternatifs imaginaires, ça nous empêche de faire notre apprentissage, d'avancer dans ce processus d'adaptation dont on parlait dans l'épisode précédent. Et je pense qu'une chose qu'on peut ajouter là, c'est que cette tentation de rester dans la colère ou la résistance ou la dispute avec la réalité plutôt que dans l'acceptation, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de situations. En fait, c'est que dans l'échelle des émotions, il est pour nous moins pénible de ressentir certaines émotions de résistance parce qu'en fait, on se sent dans l'action. Et qu'en fait, on est souvent mieux dans l'action. On se dit, il y a encore quelque chose à faire que dans la tristesse, l'abattement et la résignation. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être un mécanisme qui peut être utile dans certaines circonstances dans lesquelles il y a encore quelque chose à faire et où effectivement, il vaut mieux que la colère nous remobilise ou que l'argumentation avec la vie nous remobilise s'il y a quelque chose à faire. Mais là, on parle de situations dans lesquelles une personne est morte, par exemple, et en fait, au sujet du passé, là, en fait, il n'y a plus rien à faire. Et donc, plutôt, finalement, on arrive à aller vers l'acceptation de ce qui est, plutôt que la dispute avec ce qui est, plus fluide sera la transition vers l'après, où on peut inventer sa vie dans la suite. C'est ça, et l'idée, ça va être justement d'identifier ces pensées un peu poison qui nous dirigent vers ces scénarios alternatifs imaginaires et de rediriger notre cerveau vers des pensées plus utiles, en fait, pour nous au quotidien. Tout en se rappelant, voilà, avec bienveillance, que notre cerveau fait ça parce qu'il est câblé pour faire ça, qu'il fait ça parce qu'il pense nous servir, nous protéger, nous mettre en garde contre des dangers potentiels. Et donc l'idée, je pense que c'est que s'il y a des enseignements à tirer de cette situation passée, le mieux qu'on ait à faire, c'est effectivement d'évaluer sans juger, de tirer les enseignements et d'emporter ces enseignements pour la suite. Mais si on est juste perdu dans des boucles de pensée, dans des boucles de rumination qui nous emmènent simplement loin de cette nouvelle réalité qui est la nôtre, le mieux qu'on puisse faire ici, c'est d'attraper au vol ces pensées poison et de rediriger avec douceur et fermeté notre cerveau vers des pensées ou des questions qui seront plus utiles pour nous. Voilà, donc par exemple se dire bien sûr j'aurais préféré que mon père fasse son dépistage et que il soit diagnostiqué suffisamment tôt pour pouvoir être soigné, et les choses se sont passées différemment, donc qu'est-ce que je veux choisir d'en penser maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'accompagner maintenant. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment clé dans l'approche Change ma vie. L'idée, c'est de se dire, quelles que soient les choses qu'on a vécues, quel que soit notre passé, en fait, il y a des choses à en retirer. On n'est pas tous... Enfin, voilà, ce que je vis aujourd'hui, on ne peut pas juste couper ce qui s'est passé avant. Mais l'idée, c'est, à partir d'aujourd'hui, de choisir, finalement, de porter un regard sur ce qui s'est passé. Pas un regard nécessairement, on ne va pas peinturer de peinture rose, donc ce n'est pas nécessairement un regard positif, mais c'est simplement se dire quel est le regard qu'il faut que je pose sur ce qui s'est passé et là où j'en suis pour me sentir en mesure d'avancer et d'inventer la suite avec le plus idéalement de paix et de liberté que possible. C'est ça, et en réalité, une fois que la perte est survenue, se faire ce cadeau de choisir de manière intentionnelle l'histoire qu'on veut se raconter à propos de la personne disparue, c'est une démarche qui est hyper puissante quand il s'agit de faire perdurer la relation au-delà de la perte, parce que finalement la relation qu'on entretient avec quelqu'un, c'est l'ensemble des pensées qu'on a à propos de cette personne, et de ce point de vue-là, on est vraiment le créateur ou la créatrice de la relation au-delà de la perte. Et d'une certaine manière, en fait, peu importe si avant le décès de cette personne, on était en conflit, ou si on était fou amoureux, ou si on était en colère. En fait, la question, c'est quelle est la relation que je veux cultiver maintenant ? Quelle est la relation que je veux créer maintenant avec cette personne ? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver comme émotion ? Est-ce que j'ai envie de cultiver le ressentiment ? Ou est-ce que j'ai envie de cultiver plutôt l'amour ? Et donc, sur quoi est-ce que je veux porter mon attention ?
Est-ce que je veux porter mon attention sur ce qui a disparu ou sur ce qui reste, sur l'héritage, sur l'impact, sur ce qui peut-être germe de cette perte-là? C'est tout à fait ça, et je pense que autant la relation avec une personne vivante, c'est 50-50, autant une fois qu'on l'a perdu, en fait, on a le choix de mettre le curseur là où on veut. Et c'est vrai que moi, j'étais, dans l'exemple de ma relation avec mon père, j'étais très proche de lui, dans le sens où on avait beaucoup de choses en commun, mais on avait aussi des défauts en commun qui faisaient que parfois, on s'irritait mutuellement. Et en fait, on s'est jamais aussi bien entendu que depuis que dans ma tête, en fait, je me souviens essentiellement des choses qu'on partageait, des choses qui m'apportaient, des choses qu'il m'a apprises. Et ça, c'est vraiment du coup quelque chose que je peux faire vivre aussi dans ma relation avec mes enfants qui l'ont connu respectivement quelques années. Et finalement, en fait, c'est ce choix qu'on peut faire de se focaliser sur certaines choses ou d'autres. En fait, ça conditionne la suite qu'on veut donner à sa vie. Donc là, il s'agit de la perte d'un parent, mais ça vaut aussi si on a perdu par exemple son conjoint ou sa conjointe, et où l'idée c'est de se dire voilà, est-ce que quand je repense à lui ou quand je repense à elle, de quoi est-ce que j'ai envie de peupler mon esprit, qu'est-ce que j'ai envie de me dire sur ce que cette relation m'a apporté, sur ce qu'on a vécu ensemble, quel que soit l'état du 50-50 de ce qu'on vivait avec cette personne au moment où elle est partie. C'est ça. Et en même temps, il n'y a jamais d'injonction à la pensée parfaite ou à la pensée positive. Vraiment, tout ce qu'on veut, ce qui est important, ce qui est cher au cœur de Change ma vie, c'est cette idée d'être conscient, en fait, des choix qu'on fait et de s'assurer qu'on est aligné avec ces choix-là. Tout à fait. Donc maintenant, ce qu'on va évoquer, c'est un troisième type de difficultés. Donc on a parlé des difficultés émotionnelles. Ensuite, on a parlé des difficultés qui venaient d'un certain nombre de jugements qu'on pouvait porter soit sur nous, soit sur la situation qu'on rencontrait. Et le troisième type de difficulté, ça se présente dans nos interactions avec les autres. Et en particulier, donc c'est ce qu'on va évoquer en premier, c'est qu'est-ce qu'on pense des autres, c'est-à-dire des personnes qui nous entourent dans cette expérience du deuil et de leurs émotions à elles. Donc que ce soit un collègue, un ami, un membre de notre famille, il y a d'autres personnes autour de nous qui vivent un deuil, alors qui n'est pas forcément identique au nôtre, mais qui est parallèle au nôtre. Et en fait, on observe leurs réactions et on peut trouver que leurs réactions ou leurs émotions, on peut trouver que c'est trop, on peut trouver que c'est pas assez, on peut trouver que c'est pas approprié, on peut trouver que ça fait de l'ombre à d'autres. Enfin, on peut avoir toutes sortes d'évaluations et de jugements qui finalement nous compliquent un peu le processus. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme éclairage là-dessus, Béatrice ? Un autre élément ici, c'est que parfois on pourrait aussi se dire qu'on a envie de prendre leur chagrin, de prendre leur peine, de les soulager. Et c'est quelque chose que pour ma part j'ai ressenti assez fortement et de manière très douloureuse vis-à-vis de ma mère après le décès de mon père. Et c'est la même chose qu'on peut ressentir peut-être par rapport à un enfant qui a perdu un parent ou un copain ou un animal de compagnie qu'il aimait très fort. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que prendre les émotions de quelqu'un, en fait, ça n'est juste pas possible. Et d'autre part, en fait, la conclusion à laquelle moi je suis arrivée dans l'exemple avec ma mère, c'est que en réalité, je n'ai pas envie. En fait, je n'ai pas envie de priver ma mère de ces émotions-là, parce que justement, ce sont les siennes. Et je pense que la clé pour face à toutes ces situations que tu évoquais aussi, c'est de s'ouvrir à l'idée que c'est leur voyage, que c'est leur histoire, que ce sont leurs émotions. Que ces émotions, même douloureuses, leur appartiennent et que ces gens autour de nous, ils ont le droit de vivre ces émotions, de les ressentir alors à leur manière, à leur rythme, parce que ces émotions douloureuses, d'une certaine manière, c'est aussi le reflet de la nature ou de la qualité de la relation qu'ils avaient avec cette personne qui a disparu. Et c'est aussi l'expression peut-être de l'amour qu'ils lui portaient. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'est pas là pour eux et qu'on n'apporte pas le soutien qu'on a envie d'apporter. Mais je pense qu'on peut vraiment se libérer de cette idée qu'on peut ou qu'on veut leur prendre leur douleur ou leurs émotions. Et de la même façon qu'on évoquait dans l'épisode précédent, que toutes les émotions qu'on ressent, on est équipé pour les ressentir.
en fait, il faut considérer que c'est vrai pour les autres êtres humains de notre entourage. Mais je pense qu'en fait, ce qui se passe assez souvent, c'est si ce sont des personnes de notre entourage envers qui on ressent une forme de responsabilité. Donc, par exemple, quand on a perdu l'un de ses parents, l'autre qui reste, s'ils étaient encore en couple, la personne qui reste veuf ou veuve, ou si on a une amie qui a perdu son mari ou un ami qui a perdu sa femme, en fait, il y a l'idée que si cette personne-là ne va pas bien, du coup, c'est quelque chose on se sent une certaine forme de responsabilité, de présence auprès d'eux, etc., qu'on n'a ou pas la ressource de prendre en charge. Je pense notamment à l'accompagnement des parents. Et je pense que finalement, c'est intéressant d'observer en réalité la raison pour laquelle je voudrais que cette personne soit moins triste, c'est que je pense que ça me déchargerait d'une certaine façon du rôle que je me donne de la sauver, de l'égayer, de faire en sorte qu'elle aille mieux. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire pour aller dans ce sens-là, mais ça veut dire c'est intéressant de voir à quel endroit est-ce que c'est pour la personne qu'on veut qu'elle aille mieux, ou est-ce que c'est pour soi, parce qu'en fait, c'est inconfortable pour nous de voir les autres qui vont pas, parce qu'on se dit que c'est à nous etc., etc. C'est ça. Et puis du coup, le double bénéfice de faire la paix soi-même avec ses propres émotions, c'est qu'on est beaucoup plus à même ensuite d'être là, juste d'offrir un espace d'accueil et d'écoute pour les émotions des autres. Si on arrête de considérer que ressentir des émotions, même inconfortables, même douloureuses, c'est un problème, en fait, on peut donner ça aussi aux autres. C'est ça. Et dans cette capacité à être en paix avec nos propres émotions, il y a aussi être en paix avec le fait qu'on peut être doublement triste ou triplement triste, de ressentir notre chagrin et d'avoir le chagrin de voir les personnes qu'on aime souffrir de la perte d'une autre personne qu'on aimait. Enfin, voilà. Mais ça fait partie c'est le versant nord finalement du fait que, dans mon cas, la cellule familiale de mon père, ma mère, ma sœur et moi, on était très proches. Et donc au moment où mon père est mort, en fait, je voyais très bien le reflet de mon chagrin chez ma sœur, chez ma mère, et donc c'était quelque chose qu'on partageait, et en fait je n'aurais pas voulu que l'une d'elles ne soit pas triste, parce que ce que ça aurait voulu dire de l'état de notre relation, ça m'aurait pas tellement plu, donc voilà, faut ouvrir grand les bras et se dire voilà, c'est le truc très dur qu'on vit en ce moment, et c'est très dur pour tout le monde, et voilà, ça ne durera pas toujours. Et effectivement, parfois on a envie d'être triste, même si ça paraît curieux de le formuler comme ça, mais effectivement, parfois on peut avoir envie d'être triste. Donc, en lien avec justement ces géométries de relations autour du deuil, on vient de voir ce qu'on peut penser des autres et de leurs émotions. Et puis, il y a aussi ce qu'on pense que les autres pensent de nous et de nos émotions. Alors, comment ça peut se présenter, ça ? C'est ça. Et ça, en fait, c'est très en lien avec les idées reçues qu'on a évoquées, avec ce qu'on a intériorisé ou ce qu'on imagine qu'on devrait faire ou au contraire qu'on ne devrait pas faire. Typiquement, pleurer, parler ou non de la personne disparue, rire ou sourire ou parler d'autre chose pendant la phase aiguë du deuil, refaire sa vie, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et la clé, ici, je pense que c'est vraiment se libérer, encore une fois, de cette idée qu'il y aurait une bonne ou une mauvaise manière de faire. Et surtout, ne pas présupposer que les autres vivent ou ressentent la même chose que nous. Et je pense ici à une cliente qui est âgée de un peu plus de 70 ans et qui venait de perdre sa fille. Et elle était confrontée aux réactions de son entourage, des autres qui lui disaient en gros « Mais tu dois être dévastée, il n'y a rien de plus horrible que de perdre un enfant, c'est le pire que je puisse imaginer ». Et elle, en fait, elle se sentait déstabilisée par ces affirmations répétées dans son entourage parce que, bien sûr, une partie d'elle était effectivement dévastée quand elle se disait qu'elle avait perdu son enfant. Et en même temps, il se passait beaucoup d'autres choses pour elle. Par exemple, elle ressentait une forme de soulagement parce que sa fille avait vécu beaucoup de souffrances physiques et psychiques. Et donc, elle se disait qu'au moins maintenant, sa fille était libérée de ces souffrances-là. Et ce soulagement, elle le ressentait aussi parce qu'elle-même s'était beaucoup investie pendant des années, physiquement, psychiquement, pour apporter du soutien à sa fille. Et parce qu'elle s'était beaucoup inquiétée, qu'elle avait ressenti beaucoup la peur à chaque fois que le téléphone sonnait et qu'elle se disait que voilà, on allait lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et par conséquent, pour cette raison-là aussi, elle ressentait une forme de soulagement quand elle se disait que ça, c'était terminé. Et par ailleurs, elle ressentait aussi une très forte envie de vivre sa vie
intensément, de voyager, de faire des belles rencontres et des belles expériences, sans attendre, en fait, on parlait du temps, et en partie d'ailleurs pour honorer la mémoire de sa fille. Et en fait, ça n'était pas simple pour elle d'accepter qu'elle ressentait ça, et aussi de ressentir ce décalage avec ce qu'elle percevait, que les autres attendaient qu'elle ressente ou qu'elle fasse. Et je crois que créer de la connexion avec soi-même dans ces circonstances-là, c'est s'accueillir là où on en est. En fait, c'est se demander avec honnêteté, et se dire aussi avec honnêteté ce qui est vrai pour nous, et se faire le cadeau d'honorer ce qui est vrai pour nous. Et puis inversement, créer de la connexion avec des proches qui traversent un deuil, ça peut ressembler à être tout simplement dans une posture de curiosité, d'ouverture, d'écoute bienveillante et de non-jugement. En fait, ne pas présupposer, ne pas juger, juste écouter et être là. Tout à fait. Et une autre clé ici, c'est si on a l'impression que les personnes qui nous entourent pensent certaines choses de nous, dans la façon qu'on a de vivre le deuil, de le traverser, le temps que ça nous prend, quelle forme ça prend, etc. La clé, c'est de se souvenir que c'est toujours le reflet de ce qu'on pense nous-mêmes à un niveau ou à un autre. En réalité, c'est toujours, c'est par effet de miroir. Si je crains qu'on pense que j'en fais trop, ou si je crains qu'on pense que je devrais passer à autre chose maintenant, ou que au contraire, je suis passée à autre chose un peu vite, en réalité, ça, c'est toujours entre moi et moi qu'il faut que je commence par clarifier les choses. C'est-à-dire, de quelle façon est-ce que moi, je pense que j'en fais trop, ou que j'en fais toute une histoire, ou que je passe trop vite à autre chose, ou pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'observer ça et de pouvoir se poser la question, c'est-à-dire de se dire, quelles sont en fait les attentes que j'ai envers moi-même ? Est-ce que je pense que je pleure trop, ou qu'au contraire, je ne pleure pas assez ? Est-ce que je pense que je parle trop de la perte de cette personne, ou pas assez, etc. Donc, vraiment, pouvoir se réapproprier ces questionnements, parce qu'au bout du compte, ce que pensent les autres ne nous heurte que quand ça appuie sur quelque chose avec lequel on n'est pas tout à fait clair soi-même. Oui, tout à fait. Et ça fait écho à, en fait, de la même manière que quand on est à l'aise avec ses émotions, on peut être à l'aise avec celles des autres. Et quand on est au clair entre soi et soi, on peut être à l'aise avec ce que les autres en pensent. Et parfois, justement, un dernier aspect qu'on peut évoquer dans cette géométrie de la relation aux autres, c'est ce que les autres nous disent, ou à l'inverse, ce qu'ils ne nous disent pas. Et parce que parfois, les autres peuvent être justement mal à l'aise avec nos émotions, avec ce qu'on ressent, avec la manière dont on exprime ou pas nos émotions. Et il peut arriver que autour de nous, notre entourage le dise ou le montre d'une manière qu'on peut trouver maladroite, ou qu'on peut trouver dure, ou malvenue, ou inappropriée. Et parfois aussi, les autres peuvent avoir des idées très arrêtées sur la manière dont on devrait se sentir, ou la manière dont on devrait se comporter. Il faudrait qu'on parle davantage, il faudrait au contraire qu'on parle d'autre chose, il faudrait qu'on pleure un peu, ou au contraire, il faudrait qu'on arrête de pleurer, etc. Il faudrait qu'on refasse sa vie, il faudrait qu'on passe à autre chose, etc. Et je crois que l'idée ici, c'est vraiment de s'ouvrir à cette idée que les autres peuvent se tromper sur nous, et que leurs réactions en disent beaucoup plus sur eux que sur nous, finalement. Et donc, on peut choisir d'engager ou non la conversation sur ce sujet. Et en réalité, si on veut, on est aussi libre de les laisser simplement penser, dire, ressentir ce qui est vrai pour eux, et de n'en tirer aucune conclusion, ni sur eux, ni sur nous. Et c'est quelque chose que tu évoques notamment dans l'épisode 36 qui s'appelle « Les critiques ». Et je me souviens d'ailleurs de moments que j'avais trouvé un peu surréalistes au moment du décès de mon père, où je pleurais, et où je me mouchais, et où quelqu'un m'a demandé en fait si je faisais une allergie au pollen. Et voilà. Et en réalité, je trouve qu'on peut même choisir de s'en amuser, en fait, de goûter un peu à l'absurde de la situation, et juste passer à autre chose, et ou on peut choisir de répondre simplement, en fait non, je suis triste. Et puis on peut laisser l'autre s'en débrouiller, ou pas d'ailleurs. Hein. Et de la même manière. Il peut arriver, et ça m'est arrivé aussi, que des personnes proches me disent « mais en fait, j'aime pas te voir comme ça ». Et ouais. Et ouais. Voilà. Et l'idée là, c'est de se dire lui, il ou elle, il est pas à l'aise avec mes émotions, et ça lui appartient, et c'est ok, et moi je suis triste.
et ça m'appartient et c'est OK aussi, quoi. Ouais. Et en fait, là, on voit l'effet de miroir avec ce qu'on évoquait à l'instant, qui était que nous-mêmes, ça peut être difficile de voir notre entourage ressentir certaines émotions. Et ben en fait, les autres sont pas différents et donc en fait, ils peuvent rencontrer eux-mêmes les mêmes difficultés. Et je pense que c'est exactement là finalement qu'on touche du doigt cette difficulté finalement à ce que le deuil et la mort fassent aussi peu partie de nos discussions au quotidien. C'est qu'en réalité, finalement, c'est à ces occasions-là qu'on découvre quel est le rapport des gens à la mortalité, au deuil, à la gestion des émotions. Et en réalité, on découvre tout ça dans des moments où, en fait, si on avait pu en parler avant, peut-être que ça rendrait la communication plus facile quand on est vraiment au milieu du gué. Et justement, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est, et ce qui peut être difficile à vivre dans une situation de deuil, c'est finalement le soutien ou les mots de réconfort ou la présence dont on aurait besoin, qu'on attendrait des autres et qui parfois ne vient pas ou ne vient pas comme on voudrait et qui peut accentuer notre difficulté. Oui, et ça, en réalité, c'est ce fameux manuel qu'on a pour les autres, cette espèce de notice d'instruction hyper détaillée à propos de la manière dont les autres devraient se comporter, ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, ou nous demander, ou etc., pour que nous, on puisse se sentir bien. Cette idée de manuel, tu l'as évoquée dans l'épisode 54. Et en fait, évidemment, voilà, on est des êtres sociaux, donc la question de la relation aux autres, elle est vraiment essentielle et ça s'applique aussi en lien avec le deuil. Et je crois que la clé ici, c'est de commencer par explorer, encore une fois, entre soi et soi, les attentes qu'on a justement envers les autres et la manière dont soi-même on communique à propos de ces attentes. Ou peut-être on ne communique pas justement à propos de ces attentes. Et à propos aussi de ce qu'on identifie comme nos besoins, sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Voilà. Et les questions utiles et puissantes qu'on peut se poser dans cette situation, c'est par exemple, de quoi est-ce que je pense avoir besoin ? Comment est-ce que j'ai envie de communiquer à ce sujet ? De quoi est-ce que je pense ne pas avoir besoin ? Qu'est-ce qui ne m'aide pas ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui m'aide ? Et si les autres ne m'apportent pas ça, en fait, comment est-ce que je peux me l'apporter déjà à moi-même ? Ce qu'on peut souligner, c'est que dans ces relations proches, donc je pense notamment dans le couple, s'il y a une personne qui traverse un deuil de son côté de la famille et que l'autre observe, en fait, c'est-à-dire peut-être moins proche de la personne qui est partie, c'est qu'il peut y avoir cette fausse idée que, alors, d'une part, que c'est évident ce dont on a besoin, parce que pour nous, comme c'est ce dont on a besoin, ça nous paraît évident et on a l'impression que tout le monde fonctionne comme ça et que donc c'est évident, je ne devrais pas avoir besoin de l'expliquer. Et il y a aussi l'idée que finalement, si on le demande et qu'ensuite on nous apporte ce soutien-là, que d'une certaine façon, ça a moins de valeur que si on nous l'avait apporté spontanément. Et donc c'est, oui, tes mots de réconfort, en fait, ils n'ont pas de valeur s'il a fallu que je te demande et que je te dise exactement qu'est-ce que j'ai besoin que tu me dises pour me sentir réconfortée. Et je pense que ça, il faut vraiment s'ouvrir avec humilité au fait que, encore une fois, comme je l'évoquais, c'est des choses, on reçoit pas d'éducation émotionnelle, mais on reçoit pas non plus d'éducation au deuil, on reçoit pas d'éducation à l'accompagnement de personnes qui traversent des choses difficiles et que donc, on fait chacun du mieux qu'on peut avec ce qu'on nous a transmis ou pas, et que si les personnes autour de nous ne nous apportent pas les mots de réconfort ou de soutien qu'on aimerait recevoir, c'est probablement qu'eux-mêmes n'ont jamais reçu ça et que donc du coup ils savent pas faire et que je pense que si on se dit apprenons ensemble, utilisons cette opportunité pour finalement mieux se connaître et mieux se décoder et mieux s'apporter ce dont on a besoin respectivement, c'est de cette façon-là qu'une période par ailleurs très difficile peut finalement rapprocher dans la relation parce que finalement on s'est ouvert de façon assez humble et simple à ce que l'un dise écoute, je vois que ça va pas et je sais pas du tout honnêtement je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'aiderait et voilà, donc on peut donner l'impulsion pour ce genre de conversation qui amène à plus de connexion et une meilleure compréhension des uns et des autres. Ce que ça montre aussi, c'est que avant ça, il y a une étape aussi dans laquelle on formule pour soi-même ce dont on pense avoir besoin. Oui, c'est ça. Et ce qui est finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure sur certaines émotions finalement qu'on a tendance à favoriser parce qu'elles nous distraient du vrai sujet, c'est que c'est intéressant parfois de se dire est-ce que en réalité je suis plus occupée à en vouloir à la terre entière de pas être là pour moi
parce que c'est quand même moins pénible que d'être juste dans le cœur de mon chagrin. Et à ce moment-là, on peut se dire, ok, en fait, le vrai sujet, c'est pas que les autres ne me réconfortent pas, c'est qu'en fait, il va bien falloir que je traverse ce chagrin-là et que je ressorte de l'autre côté. Alors, avant de conclure, je voudrais simplement de ma position, parce que moi, ça fait 4 ans et quelques que j'ai vécu. Alors, à mon échelle, c'était le deuil le plus important que j'ai vécu de ma vie. Peut-être apporter une perspective sur qu'est-ce qui se passe après, parce que je pense qu'une partie de la difficulté quand on est dans le cœur du deuil, c'est cette espèce d'impression que justement ça pourrait durer toujours et que la vie n'aura plus jamais la même saveur qu'avant. Et donc je pense que ça, c'est vraiment le message à faire passer, c'est que c'est peut-être comme tous les orages ou comme toutes les tempêtes. Quand on est au milieu, on a l'impression que le beau temps ne reviendra jamais, que la tempête ne se calmera jamais et qu'on va être englouti. Et en fait, je pense qu'il faut simplement se rappeler de la résilience de l'être humain. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est de se mettre donc selon le type de deuil qu'on traverse, de se mettre au contact, donc soit en contact direct, soit en contact à travers des témoignages, de personnes qui ont traversé ces deuils-là et qui ont peut-être elles-mêmes pensé que leur vie n'aurait plus jamais de sens ou plus jamais de valeur. Pour ce qui nous rassemble, Béatrice et moi, il s'agit du décès d'un parent. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Je pense qu'il y a une meilleure acceptation quand on perd ses ascendants, parce que, en fait, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire, normalement, je suis censée perdre mes parents... mes parents sont censés mourir avant moi. Ça paraît logique. Donc, je pense qu'on a moins de mal à imaginer conceptuellement le après. Par contre, ça peut être plus difficile quand il s'agit du deuil d'un conjoint ou d'une conjointe ou du deuil en lien avec la perte d'un enfant. Et donc, pour ça, je pense que l'époque qu'on vit avec une grande richesse de partage d'individus normaux, entre guillemets, sur les réseaux sociaux notamment, ça peut permettre de normaliser le ressenti assez précis de ces situations particulières. Et justement de se mettre au contact de personnes qui racontent qu'est-ce que c'est de l'autre côté. Donc on inventera bien sûr notre propre chemin et notre propre résilience, mais le simple fait de se dire d'autres personnes avant moi ont traversé cette tempête, ont traversé ces épreuves, et de l'autre côté, elles ont survécu et elles ont retrouvé finalement le goût de leur quotidien, je pense que ça peut servir de cap. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, si on sent que vraiment ça devient, qu'on perd pied et qu'on ne s'en sort pas, demander de l'aide, donc que ce soit auprès d'un proche ou auprès d'un professionnel, il n'y a pas de honte et c'est au contraire un grand signe de force de reconnaître quand on a besoin d'aide. Je crois que c'est vraiment cette idée, peut-être, qu'on peut rappeler pour terminer l'épisode, qui est que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est s'accueillir là où on en est, et de se donner la main, comme on donnerait la main à sa meilleure amie ou à son meilleur ami, et de se rappeler que voilà, il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de manière ou de mauvaise manière de faire les choses, qu'on est un être humain unique. Et que, quelle que soit l'opinion des autres à ce sujet, on peut se faire le cadeau de vivre notre deuil à notre manière unique, à nous. Merci beaucoup Béatrice d'avoir partagé ces 2 épisodes avec moi et avec tous les auditeurs et les auditrices de Change ma vie. Et à bientôt. Merci à toi, avec grand plaisir, au revoir.